Bonsoir, chers étudiants. Bonsoir à tous. Donc, on se retrouve une fois de plus dans la continuité du module intitulé Gestion et organisation des réseaux de transport. On avait entamé par les notions et définitions introductives. On a parlé un peu de transport dans l'économie, de l'importance des transports dans la formation du PIB, l'interdépendance qu'il y a entre transport et économie, etc. Ensuite, on a parlé des emballages. Emballage, étiquetage et marquage. Ok. Alors, dans le chapitre 3 maintenant, nous allons nous intéresser au conteneur. Oui, c'est la notion qui est souvent utilisée. Et j'aime bien utiliser cette notion-là. La révolution du conteneur. Pourquoi parle-t-on de révolution du conteneur? Parce que vous savez que la mondialisation n'est rien d'autre que la libre circulation des personnes, biens, marchandises et capitaux. D'accord? Mais la circulation des marchandises a conditionné le reste. Parce que si on parle aujourd'hui de mondialisation de l'économie, c'est grâce au rôle joué par les transports, mais surtout par les transports maritimes internationaux. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le conteneur est l'instrument de la mondialisation. Pourquoi? Parce que le conteneur a révolutionné non seulement les transports, mais aussi toute la chaîne logistique. Comment? En sécurisant la marchandise. Comment? En évitant les ruptures de charge. Comment? En réduisant le coefficient d'encombrement de la marchandise dans le cale du navire. Mais aussi, le conteneur est un moyen de stockage des marchandises. Alors, on ne saurait parler de conteneur sans commencer par le commencement. Malcolm McLean, né en 1913 à Maxton, on l'appelle le père de la conteneurisation. Malcolm McLean faisait du transport routier. Mais son principal souci, c'était quoi? Arrivé au niveau du port, il fallait décharger toute la marchandise du navire pour la charger sur toute la marchandise du camion pour la charger sur le navire. Et vice versa. Quand le navire arrivait au port, quand il voulait récupérer la marchandise, il fallait qu'on décharge toute la marchandise du navire pour le charger sur le camion. Il y avait ce qu'on appelle des ruptures de charge. Et nous savons qu'il y a rupture de charge lorsque la marchandise est déchargée d'un moyen de transport pour être chargée sur un autre moyen de transport. Alors, au départ, cet homme que vous voyez, que l'on doit tout quand même en transport, a eu l'idée, au début, de charger directement le camion sur le navire. Le capitaine du navire n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que le navire n'était pas conçu pour recevoir des conteneurs, des camions, des charges roulantes. À l'époque, il n'y avait pas encore les navires dits roulis. D'accord? Alors, ce que McLean a fait, il a juste décroché la remorque. Et le 26 avril 1956, il a décroché les remorques. 58 remorques routières ont été chargées à bord du SS Cargo Ideal X qui quitta le port de Newark pour le port de Houston au Texas, et ce qui marqua le véritable début de la conteneurisation, bien sûr. D'accord? Donc, Malcolm McLean, le père de la conteneurisation. Ocean Freight Containers, one of the most important inventions of all time. D'accord? Alors, on va voir quelques images. Oui, là, l'image que vous voyez à gauche paraît un peu anodine. Mais là, c'est McLean dans son camion et imaginant charger son camion sur le navire. D'accord? Pour éviter la rupture de charge, bien sûr. D'accord? Alors, lorsque le capitaine du navire lui a répondu par la négative, il eut l'idée, l'image que vous voyez ici, ça c'est des camions, remorques. Il a décroché les remorques des camions pour les charger directement sur le camion, sur le navire. Son nom, le nom de sa compagnie, c'était Cylinder Corporation, pour marquer la multimodalité du conteneur, bien sûr. Et ça, c'est le premier navire. À l'époque aussi, il n'y avait pas encore les porte-conteneurs. On était en 1956. C'est les navires SS Steamships, navire à vapeur. Ideal X, c'était un navire cargo. Et c'est le premier navire qui a transporté les 58 remorques quittant le port de Newark, dans le New Jersey, au port de Houston, au niveau de l'état du Texas, bien sûr. D'accord? Alors, c'est la représentation générale. On résume juste. 26 avril 56. 1967 arrive ISO. ISO en anglais, International Standard Organization. Et c'est ISO qui a normalisé les dimensions des conteneurs. Parce qu'à l'époque, il faut savoir une chose. On avait plusieurs types de conteneurs, des 20, des 10 pieds, des 30, des 40 pieds. Mais c'est ISO qui est venu normaliser les dimensions et laissant essentiellement la place aux 20 pieds et aux 40 pieds dont les dimensions seront résumées après. D'accord?
En 1968, le doyen Roger, comme souvent quand il y a débat au niveau du transport, il y avait un problème de définition. Pour certains, le conteneur est une marchandise. Pour d'autres, le conteneur est un emballage. Pour d'autres, le conteneur est un moyen de transport. Mais Roger, quand il est venu, il a réglé le problème en définissant le conteneur comme étant un engin de transport permettant de sécuriser la marchandise. Et c'est cette définition pratiquement que la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs signée à Genève le 2 décembre 1972 a repris. Engin de transport à usage répété permettant de faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge. Donc les conteneurs permettent ce qu'on appelle des services de porte à porte technique. D'accord? Support logistique terrestre, mais aussi maritime. D'accord? Emballage aussi. Véritable révolution dans les transports. Et le conteneur a eu des implications d'ordre technique, d'ordre logistique et d'ordre commercial, bien sûr. D'accord? Les dimensions et unités de charge. Alors, là, vous pouvez voir le conteneur standard de 20 pieds. Le conteneur standard de 40 pieds. Le conteneur 40 pieds high cup et le conteneur de 45 pieds. Vous voyez que la différence se situe au niveau de la longueur pour le 20 et pour le 40. Mais pour le 40 pieds et pour le 40 pieds high cup, la différence se situe au niveau de la hauteur. Là, c'est 8 pieds 6 pouces. Et là, c'est 9 pieds 6 pouces. D'accord? Vous voyez aussi le 45 pieds aussi un peu plus long. Après, nous allons sortir maintenant après les longueurs, les largeurs, les hauteurs, le volume utile, mais aussi leur charge utile, bien sûr. Alors, oui, les dimensions des conteneurs. Les dimensions des conteneurs. Là, on a compté 10 pieds. On en voit presque plus, hein. D'accord? Vous avez les dimensions intérieures minimales et les dimensions extérieures maximales, exprimées en millimètres. D'accord? Vous avez à chaque fois longueur, largeur, hauteur. D'accord? Pour le 10 pieds, le 20 pieds, comme pour le 20 pieds high cup. D'accord? Là, j'ai pris toutes les dimensions qui ont pu exister. Hein. D'accord? Charge utile, j'ai rien mis. On va en parler après. Parce que la charge utile, c'est autre chose. Parce que la charge utile d'un conteneur dépend quand même des caractéristiques du conteneur. Certains conteneurs sont en acier, d'autres sont en aluminium, d'autres sont en fer, d'autres sont en alliage de métaux. Parfois, ça peut dépendre aussi de l'épaisseur du tôle. Hein. D'accord? Pour le volume utile, vous les avez. Hein? 16 mètres cubes pour le 10, 33 mètres cubes pour le 20, 37 mètres cubes pour le 20 pieds high cup. On va voir les autres. Oui. Le 40 pieds high cup et le 45 pieds. Là aussi, vous avez les dimensions intérieures, extérieures, la taille, le poids du conteneur à vide, mais aussi les volumes utiles. Vous voyez que donc, plus le nombre de pieds est important, plus aussi le volume est important. D'accord? Alors, le conteneur, au niveau des conteneurs, vous pouvez voir ces marques-là. Ici, le EIS, c'est plaque propriétaire. Ça appartient à l'armateur taïwanais Evergreen Lines. Le U, cela veut dire que c'est un conteneur qui est destiné au fret. D'accord? Et là, vous voyez le numéro du conteneur. 6 chiffres plus un 7e chiffre d'autocontrôle. Le 22G1, ici, veut désigner que ce conteneur est un conteneur dry. Max grosse, poids brut total. Là en kilogrammes, là en livres. La tare, poids du conteneur vide. Net, là, ça peut désigner aussi. Le net, là, on pouvait mettre payload. 28 110 kg, c'est la charge utile du conteneur qu'il ne faut jamais dépasser quand vous allez faire l'emportage. Le cubage, 33,1 mètres cubes, bien sûr. D'accord? Alors, on va voir les types pour ne pas être long. Conteneur dry, General Cargo, utilisé pour les marchandises dont la température n'a aucune influence sur elle. D'accord? Ça paraît électroménager, meubles, tout ça. Flat rates container. Ça, c'est pour les marchandises encombrantes. D'accord, c'est des outils sans marche. D'accord. Là, on a les conteneurs reefers, on les appelle aussi conteneurs frigorifiques pour le transport des marchandises périssables, viande, poissons, fruits, légumes, etc. Open top à toit ouvrant pour les marchandises trop hautes, bien sûr. D'accord. Les conteneurs isothermes, là aussi c'est pour les marchandises périssable mais à température dirigée. Vous pouvez voir ici le thermostat et vous pouvez voir l'écran. Donc on peut moduler la température, on peut chauffer, on peut réfrigérer, on peut congeler. Le conteneur ventilé, là c'est pour les produits secs comme l'ail, comme la noix de cajou, comme le café en sac. Donc vous voyez qu'il y a des orifices qui ont été augmentés pour la circulation de l'air.
D'accord? Tank container pour les hydrocarbures, le pétrole, les substances gazeuses. Vous voyez ici, la différence c'est qu'ici, il y a l'ossature, il y a la citerne, mais aussi il y a l'ossature. Vous voyez qu'ils sont un peu différents des autres conteneurs. Les bolsters, on les appelle aussi conteneurs plats pour les marchandises encombrantes. D'accord? Et enfin, nous avons les conteneurs qui sont utilisés en matière de transport aérien international. J'aime pas utiliser le mot conteneur en aérien, mais quand même, il faut le faire. Appelés souvent ULD, ils peuvent être de plusieurs formes, bien sûr. Et je pense qu'on en avait parlé dans le chapitre transport aérien international. Donc, cette image reprend juste les différents types de conteneurs, bien sûr. Alors, les modalités d'expédition en transport conteneur, ça c'est juste un rappel. Hein. FCL pour le conteneur personnalisé, LCL pour le conteneur de groupage. Et on peut les croiser pour avoir 4 modalités d'expédition en transport maritime conteneurisé. Ok. Avantage du conteneur, inconvénient du conteneur. Pour les avantages, pour le chargeur, réduction des dégâts. Pour le transporteur, réduction d'encombrement. Le chemin de fer, c'est un moyen de transport à la recherche de frais lourds. D'accord? Pour les assureurs, baisse des plaintes. D'accord? Ce qui est valable pour le chargeur est aussi valable pour l'usager. Inconvénient économique. Beaucoup de pays du Sud n'ont pas pu suivre le vent de la conteneurisation. Ah oui, parce que le conteneur même vide coûte cher. D'accord? Et les ports doivent être équipés de systèmes de levage, etc. Inconvénient technique, manque de savoir-faire lors de l'emportage du déportage. Inconvénient juridique, le conteneur est secret, voire même criminogène. Le trafic de la drogue, le trafic des êtres humains, tout ça passe par le conteneur, bien sûr. Remarque, la notion de carrier-ology et la notion de merchant-ology. La notion de carrier-ology veut dire quoi? Quand on vous dit que le pré-acheminement ou bien le post-acheminement a été effectué en carrier-ology, ça veut dire que c'est l'armateur, la personne qui a effectué le transport maritime a en même temps effectué le pré ou le post-acheminement. Et dans pareil cas, le prix du pré ou bien du post-acheminement est un élément du fret maritime. D'accord? Merchant-ology, c'est le cas classique. C'est lorsque le pré et le post ont été effectués par d'autres prestataires. D'accord? Les navires porte-conteneurs, on les appelle même les stars du transport maritime international. On va en voir quelques. Les dernières générations. Là, c'est le MAMEX. Max Line les a lancés au milieu des années 2000, en 2005. Et là, vous pouvez voir, même dans l'image, toutes les marchandises se situent au niveau des conteneurs, bien sûr. La famille E, 15500 EVP, ça a évolué. Ah, le CMA-CG Marco Polo avec 16 000 EVP est arrivé en 2013. Ensuite, la famille Triple I de Max Lines. Triple I veut dire économique, efficiente et énergétique, 18 000 EVP. Le Max McKinley Moller. China Shipping arrive avec son China Shipping Container Lines Globe, 19 000 EVP. Ensuite, le MSC Oscar, là on était en 2016, hein, 19 224. Le MOL Triumph, MOL c'est Mitsui Oscar Line, compagnie japonaise. Ils ont été les premiers à franchir la barre des 20 000 EVP, 20 170 EVP pour être précis. D'accord. Ensuite, il y a eu la famille Max, avec les villes européennes. Il y a eu Munich Max, Marseille Max, hein, Monaco Max, Milan Max, Manchester Max, 20 568 EVP. On les appelle des sister ships. Ensuite, le CMA-CGM Antoine de Saint-Exupéry, battant pavillon français appartenant au 4e armateur mondial, CMA, 20 954 EVP. Le OCL Hong Kong, 21 413 EVP, battant pavillon hongkongais ou chinois si vous voulez. Le MSC Ambra récemment, janvier 2020, 23 756 EVP. Et en mai, on a eu le fameux HMM Algeciras avec ses 24 000 EVP qui devient le plus gros navire porte-conteneur au monde. D'accord. On ne saurait terminer sans parler des armateurs. Peut-être l'image n'est pas très claire, mais c'est peut-être après je peux vous envoyer le document. On retiendra Max numéro 1, MSC numéro 2, Cosco numéro 3 et CMA numéro 4. Les 20 plus grands ports mondiaux en 2018. Vous les avez en image. Et là, on retrouvera pratiquement tous les ports, parmi les 11 plus grands ports au monde, il y a pratiquement 7 ports chinois. Ensuite, il y a les Européens, les Américains, etc. Donc, on se retrouve très prochainement pour parler cette fois-ci du plan d'emportage du conteneur. Je vous remercie. Passez une très bonne soirée et à très bientôt. Merci.